Encore une nouvelle méthode de coaching, me direz-vous? Alors que l'on ne sait même plus laquelle choisir parmi toutes celles qui existent déjà. En réalité, la différence majeure entre le coaching évolutif et le coaching normal ne réside pas dans les compétences ou les pratiques de coaching, mais davantage dans l'approche et les objectifs de ce dernier. Ce qui est différent dans cette approche, ce qu'apporte ce processus, réside avant tout dans la compréhension du développement psychologique de l'être humain. Il aide à comprendre à quel stade de développement psychologique nous sommes parvenus et dans quelle mesure les étapes de développement que nous avons traversées sont acquises, ainsi que les étapes qu'il nous reste à maîtriser. D'accord, me direz-vous, mais à quoi cela sert-il? En fait, sans que vous ne vous en rendiez compte, le niveau de développement psychologique auquel vous êtes parvenu affecte absolument tous les aspects de votre vie. Il a une incidence sur vos besoins, sur vos valeurs, ainsi que sur les relations que vous entretenez avec votre famille, vos collègues et toutes les personnes avec lesquelles vous communiquez quotidiennement. Lorsque vous comprenez où vous en êtes dans votre développement psychologique et quelle est la prochaine étape, cela permet d'accélérer votre rythme de développement et de mieux anticiper les défis futurs. Lorsque vous savez que vos besoins et vos valeurs évolueront au cours de votre croissance, vous ouvrez de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives d'évolution. Lorsque l'on suit un parcours de coaching évolutif, on fait un voyage. Et ce voyage, c'est celui de l'évolution. Au départ, les atomes ont appris à devenir viables et indépendants, puis à se lier pour former des molécules, qui ont coopéré pour former des molécules complexes et des cellules. Une fois que les cellules ont appris à devenir viables et indépendantes, elles se sont liées pour former des organismes, lesquels ont ensuite coopéré pour former des organismes et des créatures complexes, et l'une d'entre elles était l'Homo sapiens. Si nous, êtres humains, voulons évoluer, il est extrêmement important d'apprendre à nouer des liens et à coopérer avec les autres, non seulement en période de difficulté, mais également en période de prospérité. Pour survivre et prospérer, nous devons nous concentrer sur les intérêts des groupes dans lesquels nous sommes intégrés, plutôt que sur nos intérêts personnels. Ainsi, du point de vue humain, aussi bien au niveau individuel que collectif, si vous n'êtes pas capable de maîtriser les stades inférieurs de votre développement psychologique, vous ne pourrez pas coopérer et faire avancer les choses à un niveau supérieur. Et si cela est vrai à titre personnel, cela se répercutera également sur le groupe ou l'organisation auquel vous appartenez. En d'autres termes, l'approche du coaching évolutif se concentre non seulement sur l'évolution psychologique de l'individu, mais aussi sur la mesure dans laquelle il sera à même de contribuer à l'évolution des cultures auxquelles il appartient. Comme nous venons de le voir, le processus de croissance nous conduit tout naturellement de l'enfance au jeune adulte, au travers des 3 premières étapes de développement psychologique que sont la survie, la conformité et la différenciation. Elles se poursuivront ensuite par 4 étapes successives qui vont de la phase d'individuation jusqu'à la phase de service que nous atteignons généralement aux alentours de 60 ans. Entrons maintenant un peu plus dans le détail de ces différentes phases. La quête de survie commence dès la naissance. Le nourrisson sait instinctivement qu'il doit s'imposer s'il veut subsister. À ce stade, il est totalement dépendant des autres. Au cours de cette première étape, il faut établir sa propre identité, en se séparant de sa mère et en apprenant à exercer un contrôle sur notre environnement afin de satisfaire nos besoins de survie. Au cours de la phase suivante, celle de la conformité, les enfants apprennent, comprennent que la vie est plus agréable et moins menaçante s'ils vivent en harmonie avec les autres, en particulier avec leurs parents. À ce stade de développement, la tâche consiste donc à se sentir aimé et en sécurité dans le groupe familial. Le respect des règles et des rituels
devient important car il consolide le sentiment d'appartenance et renforce ainsi le sentiment de sécurité. Au cours de l'étape suivante, l'étape de différenciation, les enfants veulent se sentir reconnus pour ce qu'ils font bien. La tâche à ce stade de développement sera de développer un sentiment de fierté ainsi que la confiance en soi. Au cours de la phase suivante, la phase d'individuation, qui se produit normalement à l'âge adulte, vers la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine, nous commençons à transcender notre dépendance physique et émotionnelle vis-à-vis de nos parents, de la famille, de la communauté ou du groupe culturel auquel nous appartenons. Et nous commençons à apprendre à nous libérer ou à surmonter nos peurs inconscientes. Celles notamment de ne pas avoir assez pour survivre, de ne pas nous sentir suffisamment aimés ou de ne pas nous sentir suffisamment bien dans notre peau. Le stade de l'auto-actualisation, lui, consiste à apprendre à aligner les besoins de notre ego sur les besoins de notre esprit et à mener une vie libre de toute contrainte, guidée par nos valeurs, avec un but qui donne du sens. Passer de la réalisation de soi à l'intégration implique de passer de l'indépendance à l'interdépendance. Le degré de réalisation que vous ressentez à mesure que vous mettez en œuvre ce changement dépendra de la qualité des relations que vous établissez avec d'autres personnes et de votre capacité à influencer ou à influer sur le monde qui vous entoure. Enfin, la dernière étape de développement consiste à mener une vie de service désintéressé pour l'amélioration de l'humanité et de la planète. En entrant dans cette phase, vous vous retrouverez impliqué dans des actions visant à atténuer la souffrance et à trouver des moyens de préserver les systèmes pour les générations futures. Motivation principale, motivation secondaire. Qu'est-ce que cela signifie ? La motivation principale correspond aux besoins du stade de développement que nous avons atteint, alors que les motivations secondaires correspondent aux besoins des stades de développement que vous avez traversés mais que vous ne maîtrisez pas encore. La clé du maintien de la stabilité interne réside non seulement dans notre capacité à satisfaire ou à maîtriser nos besoins au stade de développement que nous avons atteint, mais également au stade de développement que nous avons traversé et pour lesquels persistent des besoins non satisfaits. Tout changement qui perturbe notre équilibre externe et pourrait nous empêcher de répondre à nos besoins suscitera des sentiments de peur qui viendront perturber notre stabilité interne. La solution pour vivre dans la stabilité et l'équilibre ne consiste pas à éliminer la peur de nos vies, uniquement les peurs inutiles. En général, nous pouvons dire que nos craintes instinctives, celles qui sont codées dans notre ADN, sont des craintes utiles. Et nous ne souhaitons pas nous en débarrasser parce que certaines d'entre elles nous aident à rester en vie. Les autres peurs, celles qui ne nous servent pas, mais qui perturbent notre stabilité interne, sont des croyances inconscientes qui représentent les besoins non satisfaits des 3 premières étapes de notre développement psychologique. Ne pas avoir assez, ne pas être assez aimé et ne pas être assez tout court. Lorsque nous sommes en mesure de supprimer, de surmonter, de maîtriser ou de contourner ces craintes, en construisant de nouvelles voies neuronales, elles perdent alors leur pouvoir sur nous et ne nous perturbent plus dans notre stabilité interne, car elles ne sont plus utilisées comme des filtres destinés à analyser des menaces de notre environnement. Chaque être humain possède ainsi un ensemble de 2 forces. Un groupe s'accroche à la sécurité et à la défense par peur, en ayant tendance à régresser et à s'accrocher au passé. Peur de grandir, peur de prendre des risques, peur de compromettre ce qu'il a déjà, peur de l'indépendance, de la liberté, de la séparation. L'autre ensemble de forces le pousse vers le soi global et unique, vers le plein fonctionnement de toutes ses capacités, vers la confiance face au monde extérieur et l'acceptation de son soi profond, réel et inconscient.
Le processus de croissance peut donc être représenté comme une série infinie de libres choix, confrontant chaque individu à tout moment de sa vie à un choix difficile entre sécurité et croissance, entre dépendance et indépendance, entre régression et progression, immaturité et maturité. Nous pouvons alors en conclure que la croissance est un choix. Nous grandissons lorsque nous acceptons les changements qui se produisent autour de nous, même s'ils suscitent la peur. Et nous régressons lorsque nous résistons aux changements qui se produisent autour de nous et restons accrochés à nos peurs. La crainte à laquelle nous cédons est soit la crainte de ne pas être en mesure de faire face, de ne pas avoir la force, de ne pas avoir les compétences, les talents ou les ressources que nous jugeons nécessaires pour garantir un résultat positif, ou la crainte de l'incertitude, de ne pas être prêt à embrasser l'inconnu. Maslow déclarait ainsi : « Si le libre choix est vraiment libre, et si celui qui le choisit n'est pas trop malade ou effrayé pour choisir, il ou elle choisira le plus souvent avec sagesse et dans une saine direction. » Si vous souhaitez en savoir davantage sur nos évaluations 360, n'hésitez pas à regarder notre site internet à l'adresse indiquée sur cette diapositive. Vous pourrez également retrouver différentes informations sur notre chaîne YouTube. Et pour tous ceux qui voudraient aller plus loin dans cette démarche de connaissance de soi, n'hésitez pas à nous contacter au travers de la fiche contact disponible sur notre site internet. Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et surtout, prenez soin de vous.